Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, c'est le moment de retrouver Nahla Bekhalas pour le journal de la mi-journée. Bonjour Nahla. Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire de l'édition de ce midi, du 4 février 2026, prise en charge optimale et protection en toutes circonstances de la communauté algérienne établie à l'étranger. L'appareil consulaire est mobilisé à cet effet. Le Premier ministre réunit depuis hier les chefs des postes consulaires en application des instructions du président de la République. Au volet sécuritaire, 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine ont été éliminés. 8 quintaux de kif traités saisis à Béchar. Le ministère de la Défense nationale parle d'une menace qui cible notre pays et sa jeunesse. Nous nous intéressons dans ce journal à cette obligation de dépistage des stupéfiants en milieu scolaire. Le décret a été publié au journal officiel. Nous écouterons l'avis d'une pédopsychiatre. À 15 jours du début du mois sacré, les pouvoirs publics mettent les bouchées doubles pour renforcer notamment le pouvoir d'achat des Algériens. Les marchés de proximité ouvrent la semaine prochaine à travers l'ensemble du territoire national pour assurer les meilleurs prix aux consommateurs. Nous irons à Tiaret et Rabdaya dans ce journal. Journée mondiale de lutte contre le cancer ce 4 février. La prévention mise en avant par l'OMS, 40% des cancers peuvent être évités selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'actualité internationale, Washington se prépare à dialoguer avec Téhéran alors que l'entité sioniste appelle à l'escalade. Et l'OMS qui demande 1 milliard de dollars pour faire face aux crises sanitaires de 2026. L'Algérie est représentée à Genève par le professeur Kamel Sanhaji, le patron de l'agence sanitaire. Et enfin, une page histoire dans cette édition. La deuxième Moubaïa de l'émir Abdelkader fête ses 193 ans ce 4 février. Elle est célébrée au niveau local par des projections mettant en scène cet illustre personnage historique. Une première édition du prix Émir Abdelkader est organisée cet après-midi au Palais de la Culture. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition que nous entamons avec la communauté algérienne établie à l'étranger qui peut compter désormais sur la protection de l'État algérien à travers ses consulats et cela en toutes circonstances. Affirmation du Premier ministre qui réunit depuis hier 43 chefs de postes consulaires, entre autres consuls généraux et consuls déployés à travers le monde. Cette rencontre vient réaffirmer l'intérêt permanent qu'accorde le président de la République à la communauté nationale à l'étranger, notamment sa main tendue aux jeunes qui se trouvent à l'étranger dans une situation précaire et irrégulière. Le but de la conférence est d'évaluer ce qui a été fait pour la diaspora et de renforcer d'autres aspects pour une prise en charge optimale de ces doléances. Parmi les chantiers visant à simplifier la vie des Algériens à l'étranger, le maintien du lien avec la patrie figure évidemment la numérisation. Des ateliers ont été installés à cette conférence dont la première édition s'est tenue il y a 20 ans. Sophie Chaïb, secrétaire d'État chargée de la communauté algérienne établie à l'étranger, en parle à Liesterini. La numérisation est un chantier prioritaire de l'action du ministère des Affaires étrangères. Beaucoup de choses ont été réalisées au cours de la récente période au niveau de l'administration centrale de nos services extérieurs. Donc nous aurons un atelier dédié à la modernisation et à la dématérialisation des prestations consulaires. L'idée étant de faciliter l'obtention de certaines prestations consulaires au profit de notre communauté nationale à l'étranger et parfois des distances importantes par rapport au siège de nos représentations consulaires. Je pense particulièrement à la question de l'état civil et de la délivrance des passeports biométriques également. Il y aura des initiatives et des solutions numériques qui seront présentées. Lutte contre le trafic de drogue. Une nouvelle quantité de 280 kg de kif traité a été saisie à Béchar, en 3e région militaire, portant le total à 8 quintaux. 3 narcotrafiquants armés de nationalité marocaine ont été éliminés selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le MDN affirme que cette quantité importante saisie dans un laps de temps réduit et dans la même zone frontalière dénote de l'ampleur des menaces qui ciblent notre pays et sa jeunesse. Et pour préserver
préserver justement et protéger la jeunesse de ce fléau, le dépistage en milieu scolaire est désormais obligatoire à la demande du chef de l'établissement. Le décret y afférent a été publié au dernier journal officiel. Pour le docteur Khamr Nassera, pédopsychiatre à l'établissement hospitalier spécialisé Mahfoud Boussepsi de Chiraga, coopérer pour effectuer ces dépistages est la meilleure façon de préserver nos enfants. L'écoute, elle répond à Mehdi Hadaoui. Si on parle de la question du dépistage, bien sûr, c'est toujours bénéfique. Pourquoi ? Parce qu'il offre plus de chances à l'individu, à sa famille et à la société tout entière. D'abord, pourquoi ? Parce qu'il permet de détecter les facteurs de risque et les facteurs de protection pour chaque personne. Cela va nous aider à faire des stratégies d'intervention ciblées, c'est-à-dire directes et efficaces. Le deuxième point qu'on peut soulever, c'est est-ce que ça va condamner le jeune et favoriser l'addiction quand il sera grand ? Absolument pas. Au contraire, le dépistage, il va révéler ces difficultés qui sont souvent inconscientes. Il apporte un soutien adapté sur le long cours pour surmonter ces obstacles. C'est un tremplin vers la résilience et pas une étiquette. Donc il faut le dire, il faut l'insister sur ça. Coopérer avec le dépistage, c'est investir dans l'avenir de nos jeunes. Projet de loi organique sur les partis politiques. La commission juridique de l'Assemblée nationale auditionne depuis hier les représentants des partis politiques sur leurs propositions. Les consultations se poursuivent ce mercredi afin de permettre à la commission juridique de rédiger son rapport préliminaire qui sera présenté en même temps que le projet de loi. Et cela en plénière aux députés de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, une vingtaine de partis politiques ont déjà été consultés par la commission spécialisée. Une quinzaine de jours nous séparent du mois sacré de Ramadan. Les pouvoirs publics s'activent à mettre en place les mécanismes visant à renforcer le pouvoir d'achat des Algériens et à éviter surtout toute perturbation ou pénurie dans la disponibilité des produits de large consommation. Les marchés de proximité seront ouverts dès la semaine prochaine à travers l'ensemble du territoire national. Haridi Nourdine, chargé de la direction de la qualité et de la protection du consommateur au ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, il en parle à Nesserine Dahmoun dans l'invité du jour. Les principaux axes de nos préparatifs, c'est premièrement renforcer la régulation et l'approvisionnement du marché, notamment par les produits de large consommation. Les capacités de production de certains denrées alimentaires seront augmentées, telles que l'huile alimentaire, sucre blanc, la semoule, la farine, le lait pasteurisé en sachet. Et le deuxième axe, c'est le lancement des marchés de proximité, au moins un marché au niveau de chaque daïra. Et notre ministère a lancé également la vente promotionnelle depuis le 18 janvier. Et le troisième axe, c'est le renforcement des opérations de contrôle. Les agents de contrôle économique de la répression des fraudes seront mobilisés pour le contrôle sur le terrain, au niveau des frontières, au niveau des unités de production, la vente en gros, la vente au détail jusqu'au consommateur final. Et une campagne de sensibilisation contre le gaspillage pendant le mois de Ramadan a été lancée par le ministère du Commerce intérieur et devrait s'étaler jusqu'à Eid al-Fitr. Cette campagne qui va être renforcée par la participation d'autres secteurs dès la semaine prochaine. Les précisions avec Haridi Nourdine, chargé de la direction de la qualité et de la protection du consommateur au ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Il était ce matin l'invité de Nesserine Dahmoun. Cette campagne est déjà lancée à travers l'ensemble du territoire national par nos services extérieurs et dès la semaine prochaine, cette campagne de sensibilisation sera intensifiée en associant les autres départements ministériels concernés tels que la santé, l'éducation, les affaires religieuses et autres. Les lieux cibles, c'est au niveau des espaces publics, au niveau des marchés de gros, au niveau des grandes surfaces et également au niveau des établissements scolaires, au niveau des universités parce qu'on a constaté qu'au niveau de la restauration collective, beaucoup de gaspillage. Et en prévision du mois de Ramadan, les familles démunies recevront bientôt l'aide attribuée par l'État à cette occasion. Une action sociale globale est menée à Ghardaya, nous dit Mahfoud Kerkar. Les efforts se poursuivent à Ghardaya en prévision du mois de Ramadan où la pension de solidarité au profit des familles démunies sera bientôt virée dans les comptes des bénéficiaires. Écoutons le directeur de l'action sociale, Mohamed Lakhdari-Younsi. Le nombre des demandeurs recensés, 20 411. Le nombre des demandes acceptées, on a 17 834. Le montant réservé à cette opération est de 179 17 692 dinars. La direction de l'action sociale et de la solidarité a participé avec un montant de 20 millions de dinars qui a été réparti à travers les 10 communes de la wilaya de Ghardaya. Des préparatifs
préparatifs pour l'ouverture des restos Ar-Rahma. On a actuellement recensé 13 restaurants pour le mois de Ramadan et l'opération est en cours pour arriver à 19 ou 20 restaurants pour la prise en charge des catégories des menus pour les populations défavorisées et sans attache familiale. Le Croissant Rouge algérien, de sa part, est prêt pour accompagner l'effort de solidarité à travers des repas emportés et dans les restos Ar-Rahma et des couffins de vivres pour les familles démunies. De Redaya, Mahfoud Kerkar pour Alger 3. Et à El Bouaghi, tout est fin prêt pour accueillir ce mois sacré et pour l'ouverture surtout des marchés de proximité, nous dit Houari Delmi. Afin de satisfaire les besoins des consommateurs durant le mois de Ramadan, en leur offrant des produits à des prix accessibles, la direction du commerce de la wilaya d'Oum El Bouaghi a validé 13 marchés de proximité situés au niveau d'Oum El Bouaghi, de Ain Beda, de Ain Bebouch, de Khsar Sbehi, de Sokhounaman, de Zal'a, de Meskiana, de Ain Mlila, de Fkirina, de Ain Fkron, de Ain Kersha et de Sigus. Plus de précisions avec M. Merzoug Rachid, chef du service de l'observation du marché et de l'information économique à la direction du commerce. Ces marchés de proximité ouvriront du 9 février 2026 au troisième jour de l'Eid al-Fitr 2026, en plus de la disponibilité de tous les produits, notamment les produits de large consommation, à des prix abordables et compétitifs. Aussi, nous allons commercialiser au niveau de ces marchés l'ail et les pommes déstockées à des prix abordables. D'Oum El Bouaghi, Nasser Nassan pour Alger 3. Journée mondiale de lutte contre le cancer, c'est ce mercredi 4 février, l'occasion de rappeler l'importance de la prévention et du dépistage régulier des cancers. Selon l'OMS, 40% des cancers peuvent être évités, 40% peuvent être traités et 20% traités également à des fins palliatives. Chez nous, en plus de la stratégie nationale mise en place par les pouvoirs publics, le mouvement associatif s'implique pleinement dans la lutte contre le cancer. Hassan Chemesh. Les associations d'aide aux malades atteints de cancer jouent un rôle très important dans la lutte contre le cancer. Hamida Kitab est présidente de la Fédération nationale des associations. Nous sommes aujourd'hui là, non seulement pour dresser l'état des lieux, mais surtout, nous avons des recommandations, des solutions à proposer aux autres secteurs concernés. Notre but est commun, c'est améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer. Pour Hamida Kitab, la prise en charge des malades atteints de cancer connaît une nette amélioration dans notre pays. Nous avons fait des pas géants parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a une volonté politique qui est là, qui est présente parce que le président de la République l'a annoncé comme priorité nationale. Il y a aujourd'hui un fonds de cancer qui est dédié justement pour la prise en charge des cancéreux. Il y a des centres qui sont là, des centres anti-cancer équipés de dernières technologies. Alors justement, la question qui est posée, pourquoi restent ces défis? Comment on fait justement pour arranger ça par rapport surtout des délais de prise en charge, par rapport du circuit du patient, surtout le circuit de la prise en charge thérapeutique? Nous avons fait beaucoup de choses, nous avons fait des pas géants, mais il reste bien sûr des choses à faire. Les experts et les associations appellent à plus d'investissement dans la prévention. Et une convention de jumelage a été signée récemment entre les établissements hospitaliers spécialisés de lutte contre le cancer de Sétif et d'Adrar dans l'optique de renforcer la coopération sanitaire entre les wilayas du nord et du sud du pays en matière d'oncologie. Direction Tieret à présent, où une faculté de médecine sera ouverte dès l'année prochaine. Celle-ci accueille déjà le centre anti-cancer, nous dit Houari Delmi. La wilaya de Tiaret sera dotée prochainement d'une faculté de médecine relevant de l'université Ibn Khaldoun. En effet, selon le recteur de l'université Ibn Khaldoun, le professeur Belgouman Berzoug, la future faculté de médecine, qui sera opérationnelle en 2027, sera implantée au niveau du nouveau pôle médical sur la route de Sougour et qui accueille déjà le complexe mère-enfant, le centre anti-cancer et le centre des grands brûlés, en plus du nouvel hôpital de 120 lits. 16 postes d'enseignants hospitalo-universitaires ont été ouverts en prévision de l'ouverture de la future faculté de médecine. À noter que Tiaret compte actuellement une annexe de médecine relevant de la faculté d'Oran avec plus de 1000 étudiants inscrits en première, deuxième et troisième année. De Tiaret, Houari Delmi pour Alger 3. 12h44 sur Alger 3, on passe à l'actualité internationale. Au moins 20 martyrs, dont 3 enfants, ont été tués dans les frappes qui ont visé aujourd'hui le nord et le sud de Gaza. L'armée sioniste a même ciblé une tente de déplacés à Al-Mawassi, à Khan Younes, avec ces bombardements qui violent le cessez-le-feu normalement en vigueur depuis plus de 3 mois. La puissance occupante veut pousser les Gazaouis à l'exil, souligne l'ancien ministre Anwar Abou Aïch. Il a été contacté par Rabia Slimani.
Israël n'a jamais arrêté la guerre, n'a jamais respecté le cessez-le-feu et continue à tuer tous les jours. L'objectif israélien annoncé est de le pousser à quitter le pays. Et en plus, ces bombardements ne sont absolument pas justifiés puisque pratiquement de Palestiniens armés, il n'y a plus de résistance. Ce sont des bombardements contre des civils qui font beaucoup de dégâts. Washington se prépare à dialoguer avec Téhéran. Steve Witkoff et Jared Kushner, désignés aux négociations prévues ce vendredi à Istanbul. La Maison-Blanche insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de couverture pour une frappe surprise, même si les forces présentes dans le golfe Persique sont placées en état d'alerte. L'entité sioniste pousse à l'escalade. Selon les médias officiels israéliens, Tel Aviv a demandé aux États-Unis une liberté opérationnelle pour mener une action militaire unilatérale contre l'Iran. L'analyste politique Hicham Lahmissi nous en dit un peu plus. Il est contacté par Rabia Slimani. Si les Israéliens se décidaient à frapper avant la tenue des pourparlers qui sont prévus à Istanbul entre la partie iranienne et la partie américaine, on aurait simplement une répétition du modèle opérationnel qui a été mené en juin dernier. Il faut se rappeler que les Israéliens ont attaqué l'Iran à la veille de négociations qui étaient prévues à Muscat, dans le Sultanat d'Oman, entre les Américains et les Iraniens. Donc le fait qu'Israël communique et prépare l'opinion publique à l'éventualité d'une attaque directe contre l'Iran ne représente pas en soi une surprise. Dans toute cette réflexion sur le risque d'agression militaire israélien contre l'Iran, il faut prendre en considération un élément. Israël n'a absolument pas les moyens d'affronter directement l'Iran et dans tous les cas cherche à engager en fait les États-Unis dans le scénario d'une guerre longue face à l'Iran. Si les Israéliens n'y arrivent pas par la voie des pressions, des menaces, de faire une espèce de chantage, va engager les États-Unis sur le principe que si Israël s'engage dans la guerre contre l'Iran, de toute façon, les Américains seront obligés et contraints d'intervenir à un certain moment. C'est en position affaiblie que l'Iran aborde les négociations avec les États-Unis en raison des lourdes sanctions, alors que l'entité sioniste déploie en ce moment les efforts intensifs pour empêcher un accord entre Washington et Téhéran. On écoute l'analyste politique Hicham Lahmissi, toujours au micro de Rabia Slimani. Un autre scénario, c'est le fait qu'Israël engage un conflit à l'Iran pour trouver un prétexte pour frapper l'Iran à travers des vecteurs, des missiles nucléaires. Et ça, c'est un scénario qui est très sérieux, et pas du tout à rejeter d'un revers de la main, qui expliquerait le risque que serait prêt à engager Israël face à l'Iran. La marge de manœuvre de la République islamique d'Iran est relativement limité. Donc engagé sur le chemin de la négociation en position de faiblesse. On est dans un scénario où l'Iran en réalité est contrainte à la guerre dans la plus grande partie des scénarios envisageables. L'Iran n'a pas assez de soutien de la part des puissances émergentes qui contestent l'ordre américain. C'est là que se situe en fait toute la difficulté. Les problématiques économiques auxquelles l'Iran cherche à trouver une solution, c'est la situation des sanctions en fait qui affaiblit le front intérieur, qui nourrit la contestation intérieure. Cette évolution, elle n'est pas possible sans que l'Iran soit obligé de faire des concessions qui sont considérées comme des atteintes à sa souveraineté. L'insécurité qui gagne plusieurs régions du Soudan et du Soudan du Sud s'accentue. Accentue plutôt la détresse de centaines de milliers de réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. Davantage de personnes fuient une situation humanitaire déjà grave. Dans l'état du Kordofan Sud, plus de 10 000 personnes se sont déplacées et vivent dans des camps confrontés à des pénuries critiques en matière d'alimentation. Et à ce sujet, on parle de l'OMS qui demande $1 milliard pour faire face aux crises sanitaires en 2026. Amel Lazib, vous êtes avec nous, bonjour. L'organisation se dit très inquiète face à l'ampleur des besoins dans le monde. Oui, tout à fait, Nahla. Ces fonds doivent soutenir les efforts des équipes d'urgence dans 36 zones dans le monde, à Gaza par exemple, au Soudan, en Ukraine et en République démocratique du Congo. L'année dernière, l'OMS avait demandé $1,5 milliard, mais n'a récolté que 900 millions. L'OMS a répondu à 50 urgences sanitaires dans 82 pays. 30 millions de personnes ont bénéficié de l'aide. L'OMS qui a détecté et traité
450 menaces de santé publique grâce à son dispositif de surveillance des maladies en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans sa conférence de presse à Genève, Chikewe Lekewezu, le directeur du programme de gestion des urgences sanitaires, a relevé les coupes dans le financement mondial et qui contraint 6700 établissements de santé à fermer ou réduire ses services. Une année des plus difficiles de l'histoire de l'organisation, reconnaît le patron de l'OMS, notamment à cause du retrait des États-Unis de l'organisation. Les travaux de cette 758e session vont se poursuivre jusqu'au 7 février prochain. Le patron de l'Agence nationale de sécurité sanitaire algérienne, Kamal Sanhaji, représente l'Algérie et assiste aux travaux de ce conseil exécutif, un conseil qui comprend 34 membres qui possèdent de hautes compétences techniques dans le domaine de la santé. Ils sont désignés par les États membres qui les ont élus lors de l'Assemblée mondiale de la santé pour une durée de 3 ans et ils sont généralement issus de 6 régions de l'OMS, à savoir l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, la Méditerranée occidentale et le Pacifique occidental également. Et en plus de l'insécurité alimentaire, il y a aussi de l'insécurité climatique. Une partie du sud de l'Espagne et plusieurs régions du Portugal sont en proie à des pluies extraordinaires dues à la dépression Leonardo qui a déjà entraîné en Andalousie l'évacuation de 3000 personnes, la paralysie du trafic ferroviaire et la fermeture de nombreuses écoles. Et chez nous, c'est un BMS vent et pluie qui est émis par Météo Algérie. Les régions du centre et de l'ouest sont concernées, les vents souffleront jusqu'à 70 km/h. Ce BMS expire ce soir alors que la pluie continuera à s'abattre jusqu'à demain, 3 heures du matin sur le centre et l'ouest du pays. Les détails tout à l'heure dans le bulletin météo. En fait, ce 4 février, la deuxième Moubaya'a de l'émir Abdelkader, c'était en 1833. Des activités sont prévues à la Maison de la Culture de Boumerdès avec un film d'animation mettant en scène cet illustre personnage historique. Sidali Fares. La Maison de la Culture Rachid Mimouni de Boumerdès se transforme en véritable livre d'histoire ouvert de la commémoration de la deuxième Moubaya'a de l'émir Abdelkader. Madame Rania Siroti, directrice de la Maison de la Culture de Boumerdès. Il y a eu 2 serments d'allégeance à l'émir Abdelkader. La première s'est effectuée le 27 novembre 1832. La deuxième, c'était après les différentes victoires qui ont été honorées par l'émir Abdelkader et sa troupe. Tous les nobles et les notables des tribus algériennes ont proclamé l'émir Abdelkader comme le chef suprême de l'État algérien moderne. Le clou du spectacle, une projection de film d'animation dédié à la vie de l'émir, Madame Taous Akilan. La présentation, c'était un film qui porte le nom de l'émir Abdelkader, Algérie, Histoire et Civilisation, du réalisateur Boujma Abdelkrim et Tayyib Sherif Bachir. Les enfants ont trouvé la projection intéressante. عجبني الانمي bien sûr كان يضحك شويه en même temps كان sérieux تانيت كان فريمون هايل وفريمون حاجه انتريسون انه ماشي ممل عجبني ديسانيمي هذا الديسانيمي يحكي على امير عبد القادر حاب يحرر الجزائر. Ne manquez pas ce rendez-vous culturel et mémoriel à la Maison de la Culture Rachid Mimouni de Boumerdès. Et avis aux amateurs de littérature et aux lecteurs de Yasmina Khadra, le prieur de Beit Lahm et son nouvel ouvrage. Il sort en librairie le 4 mars prochain. On écoute Yasmina Khadra au micro de notre correspondante de Tlemcen, Amina Bejaoui. Un roman qui va paraître le 4 mars, Inch'Allah. C'est sur la Palestine. C'est le prieur de Bethléem. C'est un roman à ne pas rater du tout. C'est un peu l'histoire d'un éditeur qui est enlevé par un auteur dont il avait refusé le manuscrit. Cet auteur va enlever et séquestrer l'éditeur et il va lui lire le roman qu'il avait refusé de lire. Et en même temps, à travers ce récit, c'est toute l'histoire de la Palestine qui est en jeu. J'espère que ce livre portera ses fruits parce que c'est un livre qui dénonce un petit peu la barbarie d'aujourd'hui, la démission des consciences, surtout le lobby sioniste qui est en train de s'attaquer à l'islam. Et on termine avec du sport. Ali Hamouch est avec nous dans les studios. On entame cette page sport avec du futsal. Futsal, pardon. Ok. L'Algérie affronte la Guinée pour les éliminatoires de la CAN. C'est ça? Absolument, là. Donc vous avez tout... Vous avez tout bon, donc la sélection nationale de futsal qui affrontera aujourd'hui la Guinée, ça sera à 17h, heure algérienne à la salle Gymnase de handball du 28 septembre de Conakry, comptant pour le deuxième tour des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal 2026. Le match retour se déroulera le dimanche 8 février, ça sera au niveau de la salle Omnisport du complexe olympique Miloud Hadfi d'Oran, ça sera à 18h.
Et football toujours, donc suite cet après-midi de la 17e journée du championnat de Ligue 1. Et on aura 3 matchs au programme, donc à 15h, l'USM Khenchela qui affrontera l'AS Ochlef et le Moudia Dalbayet qui sera face au MB Ruisset, et à 16h, la JS Saoura qui affrontera l'Entente de Sétif. On rappellera qu'hier, l'Olympique Arbou est allé chercher la victoire à Oran face au Moudia d'Oran, 1-0, et le CS Constantine s'est imposé à domicile face à l'ES Mostaganem 2-1. Merci Ali Hamouche. Futsal, c'est bien ça? Futsal. Ok, je vais retenir ça pour la prochaine fois. Tout de suite, la météo avec Soraya Zanta. Je rappelle que cette édition a été réalisée par Asma Fegir, Sédérité à la technique, Nesrine à la régie d'antenne et Najib au streaming. Excellent après-midi.